Aujourd'hui, je veux d'abord observer les horreurs à Gaza, ce que toute personne compatissante devrait faire. Les horreurs dont on vous parle, les horreurs que vos médias rapportent et qui sont relayées sur les réseaux sociaux. Et pour cela, quelle meilleure façon que d'aller directement à la source, aux personnes, à ceux qui vivent eux-mêmes ces réalités. Et ce seraient les habitants de Gaza, à Gaza. Alors regardons les horreurs de la vie à Gaza que les Gazaouis partagent entre eux. Regardez la souffrance. Regardez l'appauvrissement. Regardez la terrible faim. Regardez la privation. Oh, la misère! Et regardez le gaspillage. Ce ne sont pas des images que j'ai inventées. Ce ne sont pas des images de Tsahal. Ce sont les images que les Gazaouis partagent entre eux sur leurs fils d'actualité en arabe. Celles qu'ils ne s'attendent pas à ce que le monde extérieur les voie, ou dont ils ne se soucient même pas si le monde extérieur les voit. Et pourtant, malgré ce que vous venez de voir ici, le récit à l'étranger continue. Le scénario ne change jamais. Les médias ne précisent pas qu'en moyenne, jusqu'à 600 camions d'aide entrent chaque jour dans la bande de Gaza. Des calculs effectués en Israël montrent qu'environ 120 camions par jour suffiraient à nourrir la population de Gaza. Cela signifie que nous parlons d'un volume près de 5 fois supérieur à leurs besoins réels. En conséquence, une part importante des camions apporte des marchandises et d'autres produits afin de s'assurer qu'il ne manque rien aux habitants de Gaza. Ils ont en fait plus de nourriture qu'ils ne peuvent en consommer. Les accusations contre Israël sont constantes, mais si c'était vraiment une famine, pourquoi les gens n'ont-ils pas l'apparence des victimes des famines passées? Si c'est un siège, pourquoi semble-t-il qu'il soit dans un centre commercial? S'il s'agit de destruction, pourquoi organiser des mariages dans un quartier animé la nuit? Et pendant que les Gazaouis vous montrent la vérité, les militants woke occidentaux ne cessent de vous dire ce que la vérité devrait être selon ce que dicte leur propagande. Vous le verrez dans les commentaires de cette émission. Les islamo-fascistes d'un côté et les groipés ignorants de l'autre ignorent ce que leurs yeux voient et projettent à la place ce qu'il y a dans leur cerveau attardé. Donc, nous avons encore une autre flottille européenne de vertus ostentatoires, mi-bateau de l'amour, mi-flottille d'abus sexuels et de harcèlement, qui arrive à Gaza pour faire quoi exactement? Apporter de la nourriture? Regardez la nourriture qu'ils ont à Gaza. Un autre bateau d'activistes, d'influenceurs et de sauveurs autoproclamés arrive pour sauver des gens qui, selon leurs propres réseaux sociaux, s'en sortent bien mieux que ce que les vidéos de collecte de fonds des activistes laissent entendre. Une flottille qui arrive déjà avec ses propres scandales parce que rien n'évoque mieux une mission morale que des accusations internes d'inconduite et de chaos avant même d'atteindre le Moyen-Orient. Alors je demande encore une fois, pourquoi viennent-ils exactement ici? Pour apporter des médicaments? Ou est-ce pour faire des gestes symboliques à filmer pour TikTok? Augmenter l'audience sur les réseaux sociaux pour augmenter leurs propres revenus, peut-être? Peut-être amener quelques chèvres pour le passe-temps favori des hommes de Gaza? Qui sait? Si la famine était vraiment le problème, on verrait des flottilles aller là où la faim existe vraiment et pour de véritables événements. Comme le génocide des Tutsis dans les années 90 ou celui des Yazidis en Irak il y a 10 ans. D'ailleurs, pas un mot de protestation n'est prononcé sur le fait que Gaza tient un marché actif d'esclaves de jeunes filles yazidis capturées par Daesh, puis vendues et revendues depuis plus de 10 ans. Cela continue, elles restent détenues et maltraitées à Gaza. Mais qu'en est-il de la Somalie, du Congo, du Soudan du Sud, du nord du Nigeria, toutes ces choses qui se passent de nos jours? Ces lieux où des populations entières ont été anéanties tandis que le monde faisait défiler cela comme s'il ne s'agissait que d'un murmure. Aucune flottille n'y est allée, aucune campagne virale n'a été lancée, aucun soutien de célébrité. Aucun jeune Européen ne faisait la queue pour sauver des Africains mourant par centaines de milliers. Je suppose que si un groupe de chanteurs pop ne peut pas régler ça en chantant « We are the world » en studio, il passe simplement à autre chose. Parce que ces tragédies ne génèrent pas de clics, elles ne font pas le buzz. Elles n'offrent pas le frisson émotionnel malsain et dégénéré de s'opposer à Israël. Et donc l'indignation est utilisée de façon sélective, non pas là où la souffrance est maximale, mais là où il est le plus facile de faire de la politique. Alors encore une fois, pourquoi? Vraiment, pourquoi?
Ce n'est évidemment pas la fin, sauf si vous êtes une femme de Gaza dont le mari terroriste a été tué et que ses anciens camarades abusent sexuellement de vous pour que vous obteniez de la nourriture, comme je l'ai rapporté la semaine dernière. Peut-être que ce sont juste de jeunes occidentaux en quête de sens dans leur vie ennuyeuse. Ils prennent la mer car marcher dans les rues des capitales européennes est aujourd'hui très dangereux, surtout pour les femmes. Vous voyez comme il est facile de répandre des exagérations qui déforment la réalité? J'ai appris des meilleurs de ces soi-disant activistes, mais je m'égare. Nous savons ceci, ce n'est pas par souci pour les victimes présumées, c'est quelque chose de bien plus sinistre. Ce qui avait été le passe-temps favori des Européens pendant tant d'années, les mauvais traitements et la persécution des Juifs, leur a été refusé depuis maintenant 3 générations. Et cela revient à la mode avec fracas. Désormais, ils masquent leur haine des Juifs en la présentant comme une opposition aux sionistes ou en nous traitant de dios, tout en gardant leur indignation morale. Ils crient au génocide. Mais ils savent que c'est absurde, car si c'était vraiment un génocide, la carte régionale serait très différente. Après avoir vu tout ce que ce petit pays, Israël, nous sommes 7 millions, a fait aux Arabes, qui nous dépassent en nombre 10 fois au Liban, en Syrie, en Irak, au Yémen et en Iran. Après avoir vu tout ce que nous leur avons fait, le fait qu'Israël n'ait pas causé plus de dégâts à Gaza témoigne de notre retenue. Nos ennemis à Gaza ont eu plus de 20 ans pour préparer leur assaut. Ils ont toujours voulu détruire Israël. Et ils le répètent encore. Et cela inclut leur slogan « du fleuve à la mer ». Nous aurions pu faire bien plus, éliminer bien plus et être de bien plus grands colonisateurs qu'en prenant un territoire de la taille de Washington, D.C. C'est regrettable que tant de personnes soient mortes. Mais ils savaient, ont collaboré et ont célébré l'attaque contre Israël. La guerre est tragique, mais le contexte compte. Et le système qu'ils ont construit sous Gaza, les tunnels, les armes, des décennies de préparation, tout cela a été conçu dans un seul but, attaquer Israël encore et encore, ouvertement et fièrement, et peut-être provoquer notre disparition. Notre responsabilité, comme celle de tout pays, est avant tout de prendre soin de nos propres citoyens. Nous sommes obligés de protéger les nôtres. Ils placent sciemment et délibérément leurs civils directement sur la ligne de feu. Je comprends combien la destruction à Gaza bouleverse les gens, c'est vraiment désolant. C'est dommage que vous n'ayez rien dit pendant toutes ces années et que vous soyez restés silencieux. Vous avez héroïquement décrit la terreur venant des Gazaouis comme de la résistance. Bravo à votre courageux William Wallace Hart. Le Hamas a construit l'infrastructure et s'en est pris à nos enfants, ne nous laissant d'autre choix que de détruire cette menace. Et la même chose se passe actuellement au Liban. Ils font la même chose au Liban maintenant, en abusant de tous les aspects que les valeurs occidentales protègent, écoles, établissements et véhicules médicaux, personnel des médias. Cet acte même qui en soi constitue un crime de guerre selon la loi qu'ils brandissent si souvent contre nous. Vous voyez ici un tunnel du Hezbollah à 25 mètres sous terre, sous une boutique de vêtements ordinaires dans le sud du Liban. C'est un bunker de commandement du Hezbollah. Le Hezbollah l'a utilisé pour diriger des attaques contre des civils israéliens. C'est pourquoi Israël démantèle la machine de guerre du Hezbollah le long de la frontière pour protéger les familles israéliennes des roquettes, des raids et un autre 7 octobre venu du nord. Israël veut la paix avec le Liban, mais un cessez-le-feu ne peut pas servir de prétexte au Hezbollah pour se réarmer. Il y a d'importants dégâts, mais c'est leur responsabilité. Nous ne pouvons pas être plus responsables de leurs civils qu'eux-mêmes. La vérité, c'est qu'aucun de ces prétentieux ne s'en soucie vraiment. Mais bon, si tu peux attaquer et critiquer les Juifs, eh bien les clics rapportent de l'argent. Ça te fera gagner de l'argent. Tu contrôles le cycle médiatique et les fils d'actualité. Tu influences le monde. Attends. Contrôler les médias? Influencer le monde? Gagner de l'argent? Où as-tu déjà entendu ça? N'est-ce pas ce dont tu accuses les Juifs, les 15 millions d'entre nous dans le monde entier? C'est exactement ce que vous, les goyim consanguins et pédophiles qui forniquez avec des chèvres, nous reprochez sans cesse. Et je vais redemander pourquoi viennent-ils ici alors qu'ils voient clairement qu'il y a un écart entre le récit et la réalité que les Arabes vous montrent.
Sherry Oz est une chercheuse et écrivaine israélienne qui mène un travail sérieux et méthodique sur les allégations qui circulent au sujet de Gaza. Elle compare l'accusation de génocide à Gaza au véritable génocide reconnu internationalement dans un article qu'elle a écrit intitulé « L'accusation de génocide à Gaza ». Que se passe-t-il lorsque vous la comparez au Rwanda, à l'Arménie et à la Shoah? Elle fait ce que les professionnels de l'indignation refusent vraiment de faire. Regardez la réalité, ce qui se passe réellement, pas les déclarations. Elle évalue les faits et non la propagande. Dans son article, elle souligne des points importants. Sherry confirme l'évidence. Oui, la guerre à Gaza a été dévastatrice. Oui, les civils ont souffert. Oui, le traumatisme est réel. Mais elle souligne que le mot génocide a une signification juridique, pas celle des réseaux sociaux. Et pour qu'il soit appliqué, il faut prouver l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Ce n'est ni destruction, ni déplacement, ni indignation devant la tragédie, mais l'intention qui compte. Et c'est la chose la plus difficile à prouver. Sherry fait alors quelque chose de très simple. Elle met Gaza en parallèle avec les données d'autres événements. Au Rwanda, 70% de la population Tutsi a été anéantie en 5 jours. Pendant l'Holocauste, 2/3 des Juifs européens ont été exterminés. En Arménie, plus d'1 million de personnes ont péri. En Namibie, des tribus entières ont presque été anéanties. Même le génocide des Yazidis, qui a un taux de mortalité proportionnellement plus faible, implique des meurtres systématiques, des viols de masse, des conversions forcées et l'intention explicite de détruire le groupe. Les chiffres à Gaza ne suivent pas ces schémas. Ils ne s'en approchent même pas en termes d'ampleur, de proportion ou d'impact démographique. Sherry examine également le facteur temps. Les vrais génocides sont soit reconnus immédiatement, comme ceux du Rwanda et des Yazidis, soit après des décennies d'enquête, comme l'Holocauste et celui d'Arménie. Gaza, note-t-elle, est encore au cœur de débats sur des preuves contestées, des chiffres contestés et des procédures judiciaires en cours. L'affaire à la CIJ est en cours. Un jugement final n'interviendra pas avant des années. Ensuite, elle passe en revue les 5 critères de l'ONU pour le génocide. Tuer, causer des préjudices graves, imposer des conditions destructrices, empêcher les naissances et transférer des enfants. Dans les génocides reconnus, plusieurs critères sont remplis avec des preuves claires d'intention. Elle indique qu'à Gaza, des morts et des atteintes ont eu lieu lors d'une guerre urbaine. D'autres critères sont allégués ou contestés et les preuves peuvent être interprétées de plusieurs façons. Elle souligne un point juridique clé. Si les mêmes preuves peuvent soutenir plus d'une interprétation, la CIJ n'en déduit pas l'intention génocidaire. C'est un précédent juridique, non une opinion ni une déclaration politique. Sherry aboutit à une conclusion simple, l'accusation est grave. Elle mérite donc un examen sérieux. Et les hashtags, les slogans, les manifestations de rue, ils ne remplacent pas une décision judiciaire. C'est pourquoi il existe une CIJ et que les comparaisons comptent. Si les gens étaient sérieux, ils n'appliqueraient pas le droit international de manière sélective. Ils n'inventeraient pas des accusations pour servir un agenda et ne manipuleraient pas les circonstances. Ils l'aborderaient sérieusement, comme Sherry l'a fait. Quand on regarde comment le droit international est appliqué aujourd'hui, on ne peut pas ignorer l'indignation sélective, la façon dont les termes juridiques sont étirés, réduits ou utilisés comme des armes selon les personnes impliquées. Quand il s'agit d'Israël, tout tourne autour des agendas et de la manipulation des circonstances pour correspondre à un récit prédéterminé. Et si vous vous demandez pourquoi il s'agit d'un récit prédéterminé, très simplement, nous avons été attaqués le 7 octobre et le 8 octobre. Même avant qu'Israël ne réponde, ils manifestaient déjà dans les rues des États-Unis et des capitales européennes, nous accusant déjà à ce moment-là de génocide. Et il faut se demander où étaient toutes ces voix, ces gouvernements, ces institutions, ces militants, lorsque plus d'1 demi-million de Syriens ont été tués pendant la guerre civile syrienne? Où étaient-ils lorsque les estimations suggéraient que près de 100 000 de ces victimes étaient des réfugiés arabes vivant en Syrie? Il n'y a pas eu de session d'urgence, pas de marche mondiale, pas de flottille, pas d'accusation de génocide, pas de campagnes internationales exigeant des comptes. Les mêmes acteurs qui détournent le regard face aux atrocités de masse ailleurs découvrent soudainement leur indignation morale lorsque l'État d'Israël est impliqué, parce que ce sont les considérations politiques qui sont récompensées.
Donc, le problème auquel nous sommes confrontés, ce sont des normes morales incohérentes combinées à une mise en scène morale sélective. Et maintenant, le masque hypocrite tombe complètement. Aujourd'hui, ils crient ouvertement leur véritable intention. Ils appellent à la destruction d'Israël. Pas la justice, pas les droits de l'homme, pas la paix, la destruction. Du fleuve à la mer, détruisez l'entité sioniste. Ils osent le dire car le débat mondial a été empoisonné. Parce qu'en déformant ce qui se passe à Gaza, en transformant une guerre complexe en une fausse accusation de génocide, ils ont créé un univers moral où Israël est présenté comme le méchant, peu importe ce que montrent les faits. C'est incroyable de voir comment les mêmes dirigeants des pays européens qui expriment aujourd'hui leur choc, un choc fabriqué et sélectif, face aux mesures qu'Israël a prises pour stopper une attaque visant à nous détruire. Ce sont les mêmes dirigeants de pays qui nous ont fait la leçon pendant des décennies. Ils nous ont dit que nous devions reconnaître l'OLP parce que cela apporterait la paix. Nous l'avons fait. Ils ont convaincu nos dirigeants et le peuple israélien que ça marcherait. Ils nous ont dit de nous retirer des territoires. Cela apportera la paix. Nous l'avons fait aussi. Et ensuite, ces concessions étaient exploitées par ceux-là même qui, selon eux, accepteraient la paix proposée. Et l'intention pacifique? D'abord, il y a eu les vagues de terreur, puis les attentats suicides, puis les requêtes. Et à chaque fois, ils trouvaient une excuse pour expliquer pourquoi les Arabes l'avaient fait et pourquoi nous devions faire preuve de retenue. Et puis le plan plus vaste, celui que le Hamas a accéléré en lançant son attaque plus tôt que prévu, rien de tout cela n'était un secret. C'était visible depuis des années, cette construction de l'infrastructure souterraine, ainsi que les attaques répétées contre Israël, campagne après campagne. Et à chaque fois, au lieu d'exiger des comptes de la part de ces groupes qui se livraient à la violence, au lieu d'exiger qu'il y ait des conséquences, nous, Israël, on nous demandait de faire preuve de retenue. On nous demandait plus de concessions. On nous disait qu'avec quelques concessions de plus, la paix viendrait comme par magie. Et maintenant, ces mêmes gouvernements cherchent à apaiser et, dans certains cas, encouragent même les foules qui défilent dans leurs propres rues en scandant des slogans contre Israël. Des foules qui n'appellent pas au compromis, des foules qui n'appellent pas à la coexistence, des foules qui appellent à la disparition d'Israël. Chaque fois que nous avons essayé de parvenir à un accord, chaque fois que nous avons tendu la main, la réponse a été la même. Violence, rejet et l'idée que le fardeau du compromis repose uniquement sur l'État d'Israël. Savez-vous ce qui se cache derrière tout cela? Une haine de soi projetée. L'Europe a passé des générations à se distancer de sa propre religion, des fondements culturels qui l'ont autrefois unie et de son propre sentiment d'identité nationale. Il n'est donc pas surprenant que leur hostilité envers nous ressurgisse et se propage si facilement. Nous, les Juifs, avons toujours été et maintenant plus que jamais tout ce que l'Europe ne sait plus être. Nous, en Israël, sommes un peuple enraciné dans notre foi, un peuple enraciné dans l'histoire, un peuple enraciné dans notre identité nationale, un peuple qui croit encore en quelque chose de plus grand que lui-même. Les peuples d'Europe peinent à se définir, ils en veulent à ce qu'ils ont abandonné. Et en essayant de justifier le vide qui a envahi leur âme, ils nous regardent. Nous, ici en Israël, simplement en vivant confiants dans notre identité, notre histoire, notre foi et notre existence même, leur rappelons que ce qu'ils ont perdu est encore possible. Que ce sens est encore possible, que cet enracinement est encore possible, qu'une nation peut encore croire en elle-même. Ils nous ont persécutés et pris comme boucs émissaires à cause de cela pendant des années, et pourtant, non seulement nous, les Juifs, sommes restés fermes et fiers de ce que nous avons toujours été, mais eux ont perdu de vue qui ils étaient et tout lien avec cette identité, et ils en sont malheureux. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas et ne nous pardonneront jamais. Cette crise d'identité en Occident ne reste pas simplement tapie sous la surface. Elle s'exprime de manière agressive et souvent irrationnelle. La gauche woke s'est coupée de ses propres pays, de son héritage et de ses fondements culturels. Et au lieu d'affronter ce malaise honnêtement, ils le projettent vers l'extérieur, un profond mécontentement envers eux-mêmes projeté sur des cibles extérieures faciles. Ils s'accrochent donc à une cause fictive qui n'exige aucun véritable sacrifice, aucune réelle compréhension ni responsabilité.
Une cause qui leur permet de se sentir vertueux tout en évitant le travail difficile de réparer ce qui est brisé dans leur propre société. Et Israël devient le défouloir parfait, non pas à cause de ce qu'Israël fait, mais à cause de ce qu'ils ne peuvent pas affronter en eux-mêmes. Et ainsi, une vieille haine a trouvé une nouvelle vie. Nous assistons aujourd'hui à une étrange symbiose entre une partie de la gauche wokiste contemporaine et des éléments de la droite religieuse traditionnelle en Europe et ailleurs. Deux groupes qui sont en désaccord sur presque tout découvrent soudainement un langage commun lorsqu'il s'agit d'Israël. Des motivations différentes, des visions du monde différentes, mais la même satisfaction émotionnelle, une cible qu'on peut condamner, accuser et contre laquelle on peut se mobiliser sans risque. Cette convergence ne vient pas uniquement des faits. Cela se produit parce qu'Israël a en quelque sorte été érigé en juif collectif, faisant de cet État la cible d'une condamnation universelle. Simplement en existant, en survivant, en s'accrochant à son identité, à son histoire et à sa continuité, il révèle quelque chose à quoi les deux camps se heurtent. Pour un camp, c'est l'inconfort d'un centre culturel perdu. Pour l'autre, c'est l'inconfort d'un monde changeant qu'il ne contrôle pas. Et pour les deux, la gauche woke et l'extrême droite, cela devient l'écran sur lequel ils projettent leurs angoisses. Eh bien, en gardant tout cela à l'esprit, regardons maintenant certains des événements de cette semaine. Nous commencerons naturellement par l'Iran. La situation là-bas, jeudi, reste coincée entre un accord potentiel et une guerre totale. Un accord qui pourrait être mauvais pour Israël, je dis bien pourrait, car comme je l'ai dit dans des émissions précédentes, nous ne savons pas exactement ce qui se passe. Ce qui est positif, car moins on révèle, plus l'ennemi doit réfléchir à ses actions. Cependant, un accord pourrait nuire aux intérêts d'Israël, les Américains ayant déjà renoncé à exiger le démantèlement du programme de missiles iraniens. Une grande guerre pourrait nuire à l'économie mondiale. Donc, ce que nous voyons, c'est un siège à long terme de l'Iran, et cela apparaît comme une voie médiane créative pour affaiblir l'État iranien. C'est similaire à la réalité à Gaza en ce moment, qui est aussi suspendue dans ce genre de zone intermédiaire, où le Hamas est présent, mais du point de vue israélien, fonctionne presque comme un absent présent, toujours là, mais bien moins menaçant qu'avant. Et il y a aussi le volet libanais dans tout cela. Cette situation intermédiaire est un cessez-le-feu supposé que le Hezbollah viole constamment, permettant aux États-Unis de maintenir la pression dans leur campagne contre l'Iran. Et pour cette raison, Israël coopère avec cette initiative de paix assez théorique qui, malgré leur nature symbolique, ont tout de même une certaine valeur, ne serait-ce que par la pression qu'elles exercent sur le Hezbollah. Mais c'est la situation au moment de l'enregistrement ce jeudi. Tout cela peut changer à tout moment, même pendant le week-end. En parlant de Gaza, mardi marquait 200 jours depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu actuel entre Israël et le Hamas, le 10 octobre 2025. Pendant toute cette période, Israël a largement respecté l'accord de manière unilatérale, ce qui signifie que d'énormes quantités d'aide affluent vers la bande de Gaza, mais que les armes n'en sortent pas. Le Hamas, contrairement à l'accord, refuse de les rendre. Comme mentionné plus tôt, près de 600 camions d'aide entrent chaque jour à Gaza, soit environ 5 fois plus que nécessaire. La nourriture et ses biens remplissent les poches du Hamas d'argent parce qu'ils les vendent à la population là-bas, et cela contribue à renforcer leur pouvoir dans la bande de Gaza. Et cela leur permet également de se préparer à la reprise des combats d'une manière qui leur permettra de résister à des mois de siège sans ressentir la moindre pénurie. Notre attention reste toujours tournée vers l'Iran. Cela changera dès que la question de l'Iran sera résolue. Les Gazaouis doivent en tenir compte. Revenons à la flottille citée plus tôt. Les forces israéliennes ont pris le contrôle des navires en route vers Gaza tôt jeudi matin. L'unité du porte-parole de Tsahal a déclaré que Tsahal applique le blocus naval de la bande de Gaza conformément aux directives de l'échelon politique israélien. J'ajoute que cela est également conforme au droit international. Un pays est autorisé à déclarer un blocus naval en cas de guerre. Lors de la prise de contrôle, les participants ont diffusé des vidéos où les commandos de la marine israélienne leur demandèrent de changer de cap, affirmant que naviguer vers Gaza viole le droit international. Et s'ils souhaitaient envoyer de l'aide à Gaza, ils devaient le faire par les voies acceptées via le port d'Ashdod en Israël. Le ministère israélien des Affaires étrangères a diffusé une vidéo de l'arraisonnement montrant des biens apportés par les militants de la flottille.
Parmi les objets et accessoires trouvés à bord, il y avait des drogues, des contraceptifs et d'autres produits prophylactiques. C'était vraiment un bateau de l'amour. Le Hamas, bien sûr, a déposé une plainte et exprimé son mécontentement concernant l'interception de la flottille par Israël. Je me demande ce qu'ils espéraient. Avant cela, mercredi, le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a imposé des sanctions contre une campagne de collecte de fonds pour la flottille organisée par le Hamas en collaboration avec d'autres organisations internationales. Le ministre de la Défense a révélé que derrière la façade de la collecte de fonds pour l'achat de navires, les organisateurs agissaient par des moyens illégaux et sans transparence. Récemment, des militants et des hauts responsables impliqués dans la campagne ont été arrêtés ou détenus en Tunisie et dans d'autres pays, soupçonnés de diriger un réseau impliqué dans le blanchiment d'argent et la corruption. Waouh, quelle surprise! Les sanctions font partie de la vaste campagne économique menée par l'appareil de sécurité israélien en coopération avec les États-Unis contre l'organisation terroriste Hamas et contre les tentatives de déstabilisation de la sécurité dans la bande de Gaza. La flottille, en pratique, viole en fait la résolution 2803 de l'ONU, qui stipule que l'aide à Gaza doit entrer uniquement par des canaux officiels reconnus et approuvés. Passons au Liban. Cette semaine, les forces de défense israéliennes ont publié des images montrant que le Hezbollah utilise systématiquement ambulances et matériel médical au sud du Liban pour cacher des activités terroristes. L'organisation terroriste exploite l'immunité accordée aux véhicules médicaux pour transporter des terroristes et leurs armes. Dans plusieurs cas documentés, on a vu des terroristes être récupérés par des ambulances alors qu'ils étaient cachés à l'intérieur de sacs mortuaires. L'organisation a intensifié son utilisation des ambulances comme moyen de déplacer des terroristes entre différents endroits tout en dissimulant leur identité. D'autres images montrent des terroristes survivants de frappes de Tsahal fuyant et se cachant jusqu'à l'arrivée d'une ambulance, qui les évacue indemnes allongés sur des brancards dans des sacs mortuaires. C'est exactement le même système, tout comme à Gaza. Et ce sur quoi les médias vont se concentrer, c'est bien sûr qu'Israël a frappé l'ambulance sans vous dire ce qui se passe en coulisses. Et comme à Gaza, il est clair que le Hezbollah a transformé toute la zone de front en un réseau dense d'infrastructures militaires intégrées dans l'espace civil. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Guidon Sa'ar, a présenté de nouvelles preuves d'armes trouvées par Tsahal dans le sud du Liban. D'après le ministre des Affaires étrangères, le gouvernement libanais n'a même pas réagi de façon significative à cette menace alors que nous étions en négociation avec lui. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que même les efforts limités du Liban se sont cantonnés à des zones ouvertes. Et le résultat, c'est ce que Tsahal a découvert. Des armes cachées en zone civile, y compris dans une école et d'autres lieux sensibles à quelques kilomètres de la frontière israélienne. Israël a poursuivi cette semaine ses efforts contre la menace du Hezbollah à la frontière, découvrant des tunnels prévus pour envahir la Galilée. Cela comprenait des quartiers de repos, des réservoirs d'eau, des missiles anti-chars et des lanceurs dans des villes-refuges. Lors d'une opération de grande envergure qui comprenait l'élimination de terroristes, les FDI ont localisé 2 tunnels d'une longueur totale de 2 km et d'une profondeur de 25 mètres à partir desquels le Hezbollah avait prévu de s'infiltrer en Israël. Un responsable de la sécurité a affirmé que c'est la plus grande infrastructure trouvée dans le sud du Liban. Les tunnels ont été démolis, l'explosion ressentie dans tout le nord d'Israël. Ceci rappelle que tout futur arrangement dans le nord dépendra de la capacité et de la volonté du Liban à faire respecter les accords. Le Liban mène des négociations directes avec Israël qui pourraient théoriquement ouvrir la voie à un avenir plus stable. Mais en même temps, le Liban ne prend pas les mesures concrètes nécessaires pour réaffirmer sa propre souveraineté. Ce sont des choses qu'un enfant comprendrait même. Non, sérieusement, un enfant? Des utilisateurs des réseaux sociaux au Liban ont partagé cette semaine un message envoyé au compte Instagram du porte-parole de l'armée israélienne en arabe, le lieutenant-colonel Avichai Adri, très populaire au Liban, par un élève d'un lycée libanais. Dans le message, l'élève affirmait que le sous-sol de l'école était utilisé comme lieu de stockage pour les armes du Hezbollah. Selon une capture d'écran du message Instagram qui a circulé en ligne, l'élève a écrit à Adri en lettres latines et a dit qu'il voulait lui donner une information très importante concernant l'école. L'élève a affirmé qu'à l'intérieur de l'établissement se trouvaient des armes du Hezbollah, y compris une salle de missiles et des abris souterrains contenant des armes.
L'élève a précisé vouloir seulement transmettre l'information et a demandé que son nom ne soit pas cité dans cette affaire. Le Hezbollah, d'ailleurs, a bien sûr balayé cela d'un revers de main et a qualifié cela de tentative de la part de l'élève de faire bombarder l'école par Israël afin que l'élève puisse éviter un examen pour lequel il n'était pas préparé. Je ne sais pas pour vous, mais entre le groupe terroriste Hezbollah et un jeune garçon libanais, moi, je fais confiance aux garçons. Et comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants, ou comme la Bible nous le dit dans le psaume 8, verset 2, « Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force. » Je suis Daniel Siman. Rejoignez-moi à nouveau la semaine prochaine ici, dans Straight Up, depuis les studios JNS TV à Jérusalem, en Israël.